Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit VEDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et je reçois aujourd'hui Amélie Odo, directrice fiscale du groupe VIP. Amélie, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, bonjour Audrey, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté, en plus c'est votre premier podcast je crois. Oui, tout à fait. Et écoutez, je suis honorée et merci beaucoup de prendre un peu de temps et vous allez voir le parcours d'Amélie est très intéressant, donc j'ai hâte que vous le découvriez. Justement, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 13 ans et aujourd'hui je suis directrice fiscale, mais ma particularité c'est que fiscaliste est mon deuxième métier parce que j'ai commencé par une carrière de pianiste. Donc assez inédit. Voilà, comme donc, parcours. Je vais vous raconter un petit peu comment je suis passée de pianiste à fiscaliste. Alors, depuis toute petite, je suis passionnée par la musique et plus particulièrement par le piano que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Je pense que je savais lire les notes avant les lettres. D'accord. Je me souviens que toute petite, j'écoutais en boucle un disque vinyle de la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est pas courant, et mon rêve était de jouer le troisième mouvement qui va très très vite. D'accord. Donc j'ai eu une double vie en fait, piano, conservatoire et école jusqu'à l'âge de 18 ans. Je dirais que j'ai eu une enfance studieuse mais très heureuse. J'avais un emploi du temps assez organisé parce que je n'ai jamais eu d'horaire aménagé pour faire de la musique à haut niveau en même temps que l'école. C'était pas du coup un cursus moitié école, enfin c'était en plus de l'école. Exactement. D'accord. J'ai eu une scolarité tout à fait classique dans un établissement privé assez exigeant. D'accord. Donc je m'organisais pour pouvoir faire du piano tous les jours et bon, plus le temps allait, plus c'était difficile au collège, au lycée. Donc par exemple au lycée, je me souviens que je me levais un peu plus tôt pour faire une petite heure de piano avant de partir à l'école et quand je revenais, je refaisais 1 heure de piano. D'accord, plus après les devoirs évidemment. Voilà, exactement. D'accord. C'était beaucoup de travail, mais le piano me procurait plus de bonheur que tous les efforts que ça pouvait engendrer. Et au fil des années, j'ai acquis un niveau quasiment professionnel. Et au moment de choisir mes études supérieures, j'ai eu un dilemme entre le choix pour choisir entre la voie générale et la musique. Et à l'époque, il n'était pas possible de concilier les deux. Je sais que maintenant, certaines écoles permettent des aménagements pour les artistes ou les sportifs de haut niveau, mais il y a 20 ans, c'était pas ça. Donc finalement, après mon bac scientifique, comme j'avais plutôt un bon niveau scolaire et que je n'étais pas poussée par ma famille dans la voie artistique, j'ai commencé par une maths sup maths spé dans une prépa renommée de Paris. Mais les études ne m'ont pas convenu et je ne me projetais pas du tout dans le métier d'ingénieur. D'accord. Et puis il y avait une petite voix en moi qui me disait de tenter ma passion. Et que si je ne le faisais pas, je le regretterais. Donc j'ai décidé d'arrêter la prépa en 2e année et de me lancer complètement dans la musique. Comme je vous ai dit, j'avais déjà un niveau quasiment professionnel à 18 ans et en général, d'ailleurs, les musiciens professionnels commencent leur instrument très jeunes, surtout le piano. D'accord. Donc j'ai complété ma formation musicale dans plein de conservatoires de région parisienne où j'ai reçu un très très bon enseignement à Paris, à Boulogne, à Rueil, Malmaison, à Cergy-Pontoise. Et je garde des souvenirs très heureux de cette époque. J'étais comme un poisson dans l'eau. Je passais mes journées au conservatoire et j'ai pu approfondir plein de domaines de la musique que je n'avais pas pu... que je ne connaissais pas bien jusque-là, l'analyse musicale, l'écriture, l'histoire de la musique. Donc un spectre encore plus large que ce que vous connaissiez auparavant. D'accord. Une formation musicale très complète. D'accord.
Et donc j'ai passé rapidement tous les diplômes pour être professeur en conservatoire. D'accord. J'ai débuté ma carrière de pianiste assez jeune, du coup vers l'âge de 22 ans. J'étais à la fois prof en conservatoire, pianiste concertiste, et j'ai accompagné aussi des chanteurs d'opéra. Et parallèlement, j'ai toujours continué à me former, et notamment je continuais les cours d'accompagnement pour apprendre à lire et à déchiffrer la musique plus vite. D'accord. Parce que quand vous êtes pianiste, vous êtes amené à jouer avec beaucoup de musiciens et de chanteurs, et il faut savoir déchiffrer la musique très très vite. Et le déchiffrage, c'est un vrai métier. C'est une approche différente du pianiste, du piano solo pour lequel j'avais été formée. Et d'ailleurs, les grands accompagnateurs savent réduire des partitions d'orchestre à vue. D'accord. Et c'est très impressionnant. C'est un vrai métier, du coup. C'est un vrai métier avec une formation. Donc moi, j'ai continué à me former parce que j'aimais beaucoup l'accompagnement et la musique de chambre, jouer avec les autres musiciens. Donc j'avais une situation stable puisque j'avais aussi passé le concours de la fonction publique pour être titularisée. D'accord. Et j'avais du travail. Bon, j'étais quand même bien. Mais assez rapidement, je dirais qu'au bout de 2 ans, vers l'âge de 25 ans, j'ai eu tout de suite envie d'ouvrir mes perspectives d'évolution et je souhaitais exercer mon métier à plus haut niveau. Il y a beaucoup de concurrence en musique et particulièrement en piano. Donc là, plutôt le métier de concertiste plutôt que professeur Et niveau. même professeur puisque les places sont aussi rares dans les conservatoires très prestigieux. Et donc la concurrence est rude et c'est aussi difficile de trouver des places de professeurs très intéressantes dans les conservatoires réputés. Donc j'ai décidé de reprendre des études. Alors pourquoi le droit ? Donc là c'était vraiment dans un autre domaine. Alors non, parce que justement, non, mais je vous en prie, il était possible de faire un pont entre la musique et le droit, parce que le droit pouvait m'ouvrir des perspectives déjà dans la fonction publique, notamment dans des postes de direction, ou en privé, en faisant le pont avec le droit de la propriété intellectuelle. D'accord. En plus, ces études étaient conciliables avec une activité à temps plein, puisque je vais vous raconter, mais pendant mes études, j'ai continué mon métier de musicienne à temps plein. D'accord. Et je pensais aussi que le droit allait me convenir parce que je suis quelqu'un de très rigoureux, et donc je pensais que ma personnalité allait avec ces études. D'accord. Donc j'ai débuté les études de droit à la faculté Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'abord par correspondance avec l'équivalent du CNED du droit qui s'appelle le CAVEJ. Et on en parlait quand on s'est préparé pour le podcast, comme Clémence de Pertuis qu'on a reçue aussi au podcast. Donc il y a des liens entre nos invités. Exactement. Okay. Je ne sais pas si le CAVEJ existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, c'était le nom à l'époque où j'ai fait mes études. Les études de droit m'ont beaucoup plu durant ces premières années, mais je souffrais quand même de la solitude des études par correspondance. Et à l'époque, donc je vous parle de ça il y a quand même presque une quinzaine d'années, un peu plus, les cours étaient sur CD-ROM. Et il fallait retranscrire. Désolée, ça me fait sourire parce que forcément aujourd'hui, alors c'était il y a pas si longtemps que ça, mais en fait, il n'y avait pas autant de choses que maintenant. Voilà. Et donc il fallait écouter les CD-ROM, les retranscrire, et vous savez, les études de droit, sont assez fournies. C'était un très très gros boulot. Donc tout ça en étant toujours pianiste concertiste et en étant professeur de piano. Je voulais continuer en fait ma carrière de pianiste parce que je n'étais pas sûre de vouloir changer de métier, où ça allait m'emmener. Donc je continuais. Je faisais les deux en parallèle. Et en 3e année, comme ça me plaisait, je voulais continuer le droit, mais j'ai aménager mon emploi du temps professionnel pour pouvoir revenir en présentiel au moins une partie.
D'accord. En cours, au moins pour les cours et les TD travaux dirigés obligatoires. Et je dois dire que à Paris 1 Sorbonne, les cours de droit dispensés sont de très très grande qualité. Vous avez des professeurs qui font des cours magistraux absolument incroyables, donc ça valait le coup de retourner en présentiel. C'était mieux que d'écouter ça sur CD-ROM. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Okay. Donc au fil des années, j'ai passé une licence de droit privé, puis un master 1 en droit des affaires, et je me suis spécialisée en droit fiscal en 5e année. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le droit fiscal dès le départ? Ou en tout cas... Alors, quand j'ai débuté mes études de droit, je ne savais pas du tout que j'allais me spécialiser en droit fiscal, et je pense que comme la plupart des gens, j'avais même... un petit a priori sur cette matière qui peut effrayer à première vue. Et puis j'ai découvert le droit fiscal en 3e année lors d'un cours d'initiation et ça m'a tout de suite plu parce que c'est une matière qui mêle le droit, les chiffres. Alors moi j'avais fait des études scientifiques et il y a aussi une dimension publique que je connaissais. Donc c'est 3 domaines qui me parlent et me plaisent et je me souviens très bien qu'en sortant de mon premier cours, j'ai tout de suite pensé que le droit fiscal pourrait être mon métier, donc j'ai eu un coup de cœur. Oui. Un coup de cœur, mais pas du tout anticipé. Hein. D'accord. Oui, parce qu'au départ, si je comprends bien, ce choix de reprendre des études et donc en droit, qui est aussi une filière bien spécifique, c'était pour servir votre... en tout cas, élargir vos perspectives dans la musique pour avoir un scope plus large et peut-être vous permettre d'accéder à d'autres postes éventuellement un peu différents, mais grâce au droit. Je pensais que, en tout cas, des liens étaient possibles avec mon métier de pianiste. Comme vous l'avez dit, mais finalement, c'est... dans mes études que j'ai eu ce coup de cœur pour le droit fiscal et que je me suis dit finalement je préfère aussi changer de voie. Alors je l'ai fait aussi parce que durant la 4e année je suis allée rencontrer aussi des avocats dans le droit de la propriété intellectuelle et dans le droit des affaires. D'accord. Et j'ai préféré le droit des affaires. Je pense qu'aussi le droit fiscal c'est une matière très porteuse où le secteur de l'emploi se porte relativement bien puisque les sociétés et les particuliers ont toujours besoin d'experts fiscaux. C'est une matière très complexe et qui bouge tout le temps. Et vous comprenez que après mes études de droit, j'avais fait tellement d'efforts que je voulais que ça aboutisse à quelque chose de concret. Je voulais pas me retrouver à chercher du travail ou galérer entre guillemets pour en trouver. Oui, d'accord. Donc c'était aussi une assurance de trouver entre guillemets plus facilement du travail. Et sur une matière en plus qui vous a... Sur une matière qui me plaisait beaucoup. Okay. Et à quel moment et comment ça s'est passé de se dire là je finis mes études de droit, donc de droit fiscal, et puis en fait je lâche la musique. Si je comprends bien, vous avez... Alors j'imagine que la musique prend toujours une place importante, vous allez nous en parler, mais en tout cas en termes professionnels, comment on prend cette décision et comment vous l'avez prise? Alors j'ai eu quand même 6 ans pour réfléchir parce que j'ai fait mon master 2 sur 2 ans. D'accord. Parce que en parallèle aussi de ces études, j'ai construit ma vie personnelle. Je me suis mariée à un musicien que j'ai rencontré pendant mes études musicales. Et puis j'ai eu ma fille en master 2. D'accord. Voilà, donc j'ai fait... C'était une année bien chargée, du coup. Voilà, c'était une année chargée. Donc j'ai quand même eu 6 ans pour réfléchir. Et comme je vous ai dit, j'avais envie d'élargir mes perspectives d'évolution et dans la musique, ça ne me suffisait plus en fait. D'accord. Donc j'ai switché, j'avais à peu près 30 ans quand j'ai commencé une nouvelle carrière de fiscaliste et j'ai commencé en cabinet d'audit et de conseil chez Mazars. J'y suis restée pendant 6 ans où j'ai eu une formation très généraliste. J'ai été formée au métier. J'ai beaucoup appris. Et puis, au bout de 6 ans, j'ai eu envie de découvrir un aspect plus pratique de la fiscalité. Et là, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Suez avec une approche très opérationnelle. Et je suis restée 5 ans chez Suez. Et après, j'ai eu envie
de faire plus international et de prendre un poste de direction. Et maintenant, je suis directrice fiscale du groupe VP. D'accord. Merci pour ce parcours qui est assez rare. Et ça me fait penser à un autre parcours qui a commencé par la musique aussi. Doris Pierre, qui est l'ancienne directrice juridique M&A de chez Alstom, il y a quelques années. Elle est américaine et en fait elle avait commencé, si mes souvenirs sont bons, en tant que batteuse dans un groupe de rock aux États-Unis avant de reprendre ses études de droit. D'accord. Mais c'est un exemple qui est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en préambule tout à l'heure avant qu'on branche les micros. C'est que ce sont des profils, votre profil et votre parcours est assez inédit, dans le sens où en France, même si je pense que les choses changent, ça peut sembler en tout cas un peu moins ouvert qu'aux US par exemple, comme cette fameuse femme que je vous cite, Doris Pierre, qui avait un parcours où elle c'était presque normal. Où moi je me souviens aussi d'une summer school avec des Américains où moi j'avais juste 22 ans et c'était normal d'être à la fin de ses études de droit, alors que les autres étaient tous beaucoup plus âgés, avaient eu d'autres vies avant, faisaient d'autres choses, avaient économisé de l'argent pour se payer leurs études, avaient même 40 ans et étaient en fin de cursus. C'était presque plus classique pour le coup et pas très inédit, alors que moi ça me paraissait assez hallucinant. Et c'est vrai que votre parcours justement un très bel exemple de on peut avoir une autre vie avant et choisir de faire autre chose et ça marche. Quel est votre ressenti par rapport à ça, enfin votre ressenti, votre avis? Oui. Alors je pense qu'en effet les parcours atypiques se multiplient de nos jours, mais qu'ils se faisaient beaucoup moins il y a 20 ans lorsque je l'ai fait. Et encore moins dans le sens que je l'ai fait. Aujourd'hui, je constate que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui travaillent notamment dans le milieu de la finance ou dans la profession d'avocat décident de tout plaquer pour un métier passion au bout de quelques années. C'est vrai. Et en ce qui me concerne, j'ai voulu commencer par ma passion. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que déjà, ça m'a permis de rencontrer des musiciens formidables et talentueux et de ne pas avoir de regrets. Je pense aussi que mon parcours m'a donné une ouverture d'esprit et une forte capacité d'adaptation parce que en faisant ce genre de parcours, vous connaissez des mondes professionnels très différents et la capacité d'adaptation, je pense, est une qualité importante qu'il faut avoir aujourd'hui. Et toutes ces expériences rendent plus fort, forgent le caractère et m'ont appris aussi ce que je voulais vraiment et que tout est possible dans la vie si on est motivé et qu'on se donne les moyens de ses ambitions. Donc en fait, beau message, oui. je pense que les parcours atypiques sont une force et deviennent davantage la norme aujourd'hui. Surtout pour les plus jeunes qui sont en quête de sens et d'expérience dans leur vie personnelle et professionnelle. Ça, vous le voyez même aujourd'hui, ou même durant vos expériences passées. Alors, j'imagine que vous avez une ouverture d'esprit aussi qui fait que comme votre parcours alors c'est pas un gros mot de dire atypique, mais en tout cas n'est pas ce qu'on rencontre d'un directeur fiscal. Voilà, je ne connais pas d'autres qui ont commencé par la musique. Là, l'exemple de tout à l'heure de la directrice juridique M&A, c'était assez inédit même pour moi de rencontrer ce genre de profil. Donc j'imagine que vous avez une ouverture par rapport à ces profils parce que vous l'avez vécu vous-même, mais vous trouvez que les gens, vos collègues, vos anciens collègues ont cette ouverture aujourd'hui? Alors les gens en général, en tout cas. Moi, j'ai toujours été dans des structures, que ce soit le cabinet ou les entreprises, qui aiment ce genre de profil. Sinon, je n'aurais pas été recrutée. Voilà. Donc, en général, de toute façon, je pense que quand les gens reçoivent mon CV, c'est qui tout double. C'est on adore ou on déteste. Je pense que, en tout cas, c'est sûr que mon parcours ne laisse pas indifférent et plaît dans la mesure où ça apporte une diversité de profils dans les entreprises et qu'on sait très bien que pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait des profils un peu différents. En tout cas, dans les gens que je côtoie et dans les entreprises et les cabinets où je suis passée, cette différence entre guillemets m'a toujours servi.
Et justement, il y a une question que je voulais vous poser sur les compétences que vous avez développées en tant que pianiste. Déjà, quelles sont-elles? Vous parliez de rigueur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques que vous avez développées, durant votre première partie de carrière qui vous servent aujourd'hui en tant que fiscaliste ou directrice fiscale? Oui, alors, vous avez dit, la première, c'est la rigueur, évidemment. Il y a aussi, il y a plusieurs qualités, que je retrouve dans les deux métiers. La préparation. Alors vous savez, quand on est pianiste de haut niveau ou musicien de haut niveau, c'est comme les sportifs. On doit passer beaucoup de temps sur la préparation pour les concours, les examens, les auditions. Donc on apprend à être prêt pour une échéance donnée, même dans un temps très court. Quand vous êtes dans le milieu juridique, alors que ce soit en cabinet d'avocat ou en entreprise, c'est pareil, vous avez des deadlines à respecter. Et la préparation, pour être prêt le jour J, c'est clé dans les deux domaines. Il y a aussi la pédagogie. Alors la pédagogie me sert tous les jours parce que le fiscaliste en entreprise passe son temps à expliquer des règles aux non-fiscalistes. Et il faut adapter son discours en fonction de son auditoire. Moi, lorsque j'étais professeur, je donnais des cours à des débutants jusqu'à des niveaux très avancés, à des jeunes enfants jusqu'à des adultes. Donc, il fallait que j'adapte mon discours pour faire passer les messages. Aujourd'hui, dans mon métier, c'est pareil. Le matin, je peux parler avec des commerciaux pour leur expliquer les conséquences fiscales d'un nouveau business. Et puis l'après-midi, je peux faire le point avec le CFO du groupe sur des sujets de clôture. Donc, j'ai appris, je me sers de cette pédagogie pour adapter mon discours en fonction des sujets et des besoins de mes interlocuteurs. Enfin, en tant que pianiste, j'ai appris aussi à leader et à manager des projets et des personnes. D'accord. Quand vous êtes professeur, en particulier professeur de musique en conservatoire, vous managez vraiment vos élèves parce que ce sont des cours entre guillemets particuliers. Donc vous formez les élèves, vous les préparez aux échéances importantes. Le cursus d'un élève en conservatoire est très très long. Ça dépend, mais en général, il y a 3 cycles qui durent chacun de 3 à 5 ans. Vous avez un cycle d'éveil, un cycle professionnel, donc les études peuvent être sur 10-15 ans. Donc pour faire grandir les élèves, faut les accompagner, leur donner des méthodes, fixer des objectifs. Comme un coach ou un manager en entreprise, alors. Comme un manager, voilà, D'accord. Exactement. Et il y a la dimension aussi chef de projet que moi je me souviens par exemple quand j'étais pianiste, j'avais écrit une histoire de la musique, une histoire en musique de la vie de Mozart et j'avais fait participer tout le conservatoire, une centaine de musiciens, de choristes, classes de théâtre, etc. Donc c'est pareil, vous leadez un projet, vous motivez les troupes et quand vous êtes un directeur fiscal, vous avez aussi cette dimension de lead et de management. D'accord. Oui, donc vraiment des compétences qu'on peut retrouver en entreprise, même sur n'importe quel métier, mais qui vous servent aujourd'hui en tant que directrice fiscale. Hyper intéressant. Justement, votre quotidien, et ça je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas juristes, fiscalistes, avocats. J'aime bien qu'on revienne aussi sur ce que vous faites, ce que font les gens en tout cas qui sont nos invités dans ce podcast-là. Donc pas pour parler de technique, mais pour élargir un petit peu les horizons de chaque auditeur, pour le coup, qui ne connaîtrait pas cet écosystème. Qu'est-ce que vous faites au quotidien en tant que fiscaliste ? C'est quoi votre quotidien ? Alors, le fiscaliste a beaucoup de sujets et qui sont très variés et qui évoluent. On s'ennuie jamais quand on est fiscaliste. Alors, tout d'abord, la première mission du fiscaliste, je dirais, c'est de veiller à la compliance et à la bonne application des règles fiscales au sein d'un groupe. Et comme le droit fiscal évolue beaucoup, au niveau à la fois national, international, européen, avec les lois de finances, les projets de directives, il faut faire une veille permanente et puis communiquer en interne et mettre en place ces nouveautés. Ensuite, lorsqu'on est fiscaliste en entreprise, on est le véritable conseil interne, avec une vision qui est très pratique et très opérationnelle. On dit souvent que le
fiscaliste, c'est le partenaire des opérations, c'est le business partner. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Il va apporter son expertise à tous les départements. Si je vous donne quelques exemples, il va revoir les clauses fiscales des contrats avec le département juridique. Il va travailler avec le M&A pour les impacts fiscaux des restructurations. Il prend part aussi aux réflexions sur l'automatisation des déclarations et l'intelligence artificielle. À plus haut niveau, il va conseiller la direction générale sur la stratégie, les grands enjeux fiscaux. Et aussi, il va travailler avec la direction RSE pour tout ce qui est taxe environnementale et qui se développe énormément. Oui, c'est un nouveau sujet, du coup. Ce que vous disiez, on ne s'ennuie jamais quand on est fiscaliste. Il y a plein de nouveaux sujets, plein de réglementations qui viennent se rajouter. Donc, tout le temps. C'est aussi quelqu'un, donc comme je vous ai dit, qui communique beaucoup au sein de l'entreprise et qui va former les équipes aux bonnes pratiques fiscales, sans forcément qu'ils deviennent des spécialistes, parce que c'est pas le but, mais qu'ils acquièrent des réflexes et les compétences pour leur scope en entreprise. Et moi, personnellement, j'aime bien écrire des guides ou faire des formations pour leur faciliter la vie. Et ça marche. Ça marche. Oui. Ça marche. En tout cas, ce sont des pratiques qui sont appréciées par les opérationnels. Et finalement, à la fin de ces formations, parfois ils finissent par aimer la fiscalité. Donc, et aussi, ils veulent reprendre des études de fiscalité ou pas à ce point-là quand même? Alors, dans les entreprises, et en particulier en comptabilité, il peut y avoir des comptables qui aiment beaucoup la fiscalité et qui décident de rejoindre des départements fiscaux pour en faire leur spécialité. Donc, c'est possible. Mais c'est vrai que la comptabilité paraît un petit peu plus proche de la fiscalité que le piano de la fiscalité, en tout cas. Oui, c'est sûr. De grand écart. En tout cas, vous avez peut-être suscité des vocations auprès de collaborateurs pour diversifier un petit peu et évoluer vers d'autres choses, pourquoi pas, pour la suite. Exactement, ça peut être une évolution au sein de l'entreprise. Et puis, je dirais aussi que dans le métier de fiscaliste, il y a la défense des intérêts de l'entreprise lorsque vous suivez les contrôles fiscaux, les contentieux, ou encore lorsqu'il y a des projets de loi en lien avec les fédérations du secteur ou la direction des affaires publiques de l'entreprise. Vous êtes amené à défendre les intérêts de votre entreprise. Donc vous voyez le fiscaliste, il a vraiment une place centrale dans l'entreprise, et ce qui fait aussi le métier très intéressant, c'est qu'il interagit avec tous les départements. Merci pour ces explications qui peuvent en effet bien servir à ceux qui ne connaîtraient pas ce métier. Après quelques années de pratique, est-ce que vous êtes content de votre choix d'être passé de la musique au droit et surtout au droit fiscal? Alors, oui, je n'ai jamais regretté mon choix parce que comme je vous ai dit, j'ai eu 6 ans pour bien réfléchir et prendre ma décision. En même temps, je suis très contente d'avoir eu cette carrière de pianiste parce que ça apporte aussi une originalité à mon parcours, une ouverture d'esprit comme on en a parlé. Et puis j'aime bien cette phrase aussi de Malraux qui dit que la culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié. Et le piano, c'est un peu pareil en fait. Quand c'est l'avantage de commencer très jeune la musique. Votre corps et vos mains, ils grandissent avec l'instrument et gardent en mémoire profonde l'apprentissage. Et je pense que c'est vraiment une très grande richesse de savoir jouer d'un instrument qui plus est à haut niveau. Et je suis très reconnaissante d'ailleurs à mes parents de m'avoir donné accès à cet enseignement. Après, oui, pardon. Et la musique fait toujours partie de votre vie, si j'ai bien compris. Votre mari, est musicien lui-même, donc vous n'avez pas non plus abandonné la musique totalement. Non. Pas du tout. Alors, la musique, déjà, j'en écoute souvent.
en fonction de mes envies. Si j'ai envie de calme, je vais écouter plutôt un concerto. Alors j'adore le concerto en sol de Ravel. Ou si j'ai envie d'une musique qui me donne un peu plus d'énergie, je vais écouter par exemple les études de Chopin de Maurizio Pollini ou les concertos pour piano de Rachmaninoff. Voilà, donc j'écoute beaucoup de musique. Après, je fais de la musique aussi. J'adore faire de la musique de chambre, et notamment avec mon mari et ma fille qui joue du violoncelle. Okay. Ça me donne beaucoup d'énergie et ça me remplit de joie. Donc vous jouez tous les trois. Voilà, alors occasionnellement bien sûr, mais pas des concerts tous les jours. Non, mais on fait des concerts de temps en temps pour nous, pour notre famille, pour les réunions de famille. Ouais, super. Ok. Voilà, et je continue à jouer, mais en fonction de mes envies. D'accord. Uniquement. C'est déjà beaucoup. Oui. Et c'est déjà c'est déjà une très grande chance de pouvoir le faire, en effet. Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes qui viennent dans ce podcast, c'est sur la notion d'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que notre podcast s'appelle Voix d'entrepreneurs du droit. Et on le voit, grâce à vous notamment, qu'on peut être entrepreneur dans le droit, mais via d'autres prismes. Est-ce que vous sentez entrepreneuse et si oui, qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, selon vous? Alors oui, je me sens entrepreneur, et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui choisit sa vie et qui ne la subit pas. Et je me sens entrepreneur en ce sens que si une situation ne me convient pas ou ne me convient plus, je trouve une solution pour en sortir. Finalement, je trouve qu'un entrepreneur, l'entrepreneur, c'est l'acteur de sa vie. Il crée sa vie. Et une autre chose aussi, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui ose les nouvelles choses et qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Personnellement, j'ai toujours besoin de découvrir des nouveaux domaines, de faire des nouvelles rencontres. Et c'est ce que j'ai fait en changeant de voie, de pianiste à fiscaliste, et après aussi en passant de cabinet à entreprise. C'est vrai. Et puis même au sein d'une entreprise, vous pouvez avoir un métier assez différent entre un métier en fonction des scopes et des responsabilités que vous occupez. Mais le métier de directeur fiscal est aussi un métier qui peut être différent d'un métier de fiscaliste en entreprise. Oui, puis d'une structure à une autre, la telle entreprise, du secteur. Voilà, exactement. Okay. Merci pour cette vision. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, mais là, votre parcours fait que je ne sais pas si vous allez avoir une réponse, parce qu'en plus, je ne vous en ai pas parlé avant. C'est en général, j'aime bien poser aussi la question de quel autre métier auriez-vous fait si vous n'avez pas été directrice fiscale. Donc là, pianiste, peut-être, mais est-ce qu'il y a une autre passion, ou même dans l'absolu, un rêve que vous aviez enfant, donc autre que pianiste, ou quelque chose qui vous aurait plu, autre chose? Enfant, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais faire beaucoup de choses. D'accord. J'aimais faire beaucoup de choses. J'aimais la musique, mais j'aimais aussi la danse. J'ai toujours été attirée par le monde artistique. J'aimais beaucoup l'histoire, la mythologie. Je me souviens quand on avait parlé des pyramides, des dieux, des pharaons. Je voulais être archéologue. Après, je voulais être astronaute parce que j'étais fascinée par les étoiles. Je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'au moment de choisir mes études, j'ai eu du C'était compliqué. Ouais, j'ai eu du mal. Mais je pense que les goûts aussi et les centres d'intérêt peuvent évoluer au fur et à mesure de la vie, et il faut rester curieux. J'aime beaucoup les voyages. Je voyage beaucoup. Quand j'étais plus petite, je ne voyageais pas. Donc je dirais quelque part qu'il ne faut jamais dire jamais.
On ne sait pas ce que la vie réserve. Ça dépend des rencontres, des opportunités. Eh bien, écoutez, si vous changez de métier un jour dans quelques années, vous reviendrez en parler dans le podcast, même si c'est pas dans le droit, on fera une exception. Voilà. Ça m'intéressera de savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le droit fiscal et ça vous plaît. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez des inspirations dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, des choses qui vous inspirent et la musique, j'imagine. Vous avez déjà un petit peu répondu, même beaucoup répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Oui, alors j'ai plein de sources d'inspiration, que ce soit dans les choses, je dirais, ou dans les personnes. Si je commence par les choses, d'abord, moi j'ai besoin de me ressourcer dans la nature et dans les grands espaces. Tout simplement, aller se promener en forêt, respirer l'air de l'océan. C'est très important pour moi. Le métier de fiscaliste, c'est un métier assez stressant. Donc moi, ces moments de connexion à la nature, avec la nature, m'aident beaucoup à décompresser. Après, je fais aussi du sport, du yoga et de la méditation. Je trouve de l'inspiration, notamment dans la méditation. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est énormément sollicité avec les nouvelles technologies, les groupes WhatsApp, les SMS, les mails se multiplient, n'arrêtent pas. Le yoga et la méditation aident vraiment à redescendre, se recentrer, parce qu'avec toutes ces sollicitations, parfois le cerveau s'emballe et on a besoin de ça pour bien être concentré. Comme je vous ai dit aussi, j'adore les voyages. Je reviens d'un voyage au Japon où j'ai adoré il y a la culture zen. Formidable. C'était votre première fois là-bas? Oui, la première fois que je suis allée au Japon et je me ressource beaucoup dans les voyages que je peux faire, que je fais en famille avec mon mari et ma fille et j'adore ces moments-là. Je ne peux que rebondir sur le Japon, c'est mon plus beau voyage à ce jour, donc. J'ai adoré aussi l'Australie. D'accord. Ah, je note, je mets sur ma liste évidemment, ça y est, mais. Après, dans les personnes, alors il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Alors à la fois des personnes proches dans mon quotidien, ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, qui m'ont appris les valeurs du travail, du mérite et de la générosité, qui sont pour moi des sources d'inspiration au quotidien. Et puis aussi des personnes que je ne connais pas forcément, mais dont j'admire le parcours. Par exemple, les personnes qui ont connu des tragédies dans leur vie et qui en font une force. Je pense par exemple à Simone Veil. Ou là, on est en plein JO. Je suis très admirative des sportifs olympiques qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Voilà. J'aime bien les personnes qui se dépassent et qui font qui déplacent des montagnes pour atteindre leurs rêves. En effet, c'est vrai que c'est très inspirant. Oui, mais c'est bien aussi de ce que vous dites, d'être inspiré aussi par les personnes proches de nous, qu'on partage le quotidien, ou en tout cas dont le quotidien ressemble un peu au nôtre, et puis ces personnes dont le quotidien est quand même très éloigné et on peut admirer, et en effet ça peut vraiment nous inspirer et nous encourager encore plus loin, donc c'est bien de le souligner. Est-ce que vous avez eu un mentor durant votre vie, votre carrière de pianiste, encore maintenant? Alors, je pense que oui, j'ai eu des mentors, plein de mentors, sans forcément m'en rendre compte. Je pense en particulier à certains anciens managers qui m'ont permis de me faire grandir parce qu'ils m'ont apporté un feedback constructif et bienveillant. Je vais vous donner un exemple. Une de mes anciennes chefs m'a appris l'importance du principe du 80-20. Moi, avec ma formation de pianiste, j'aime bien aller dans le détail. J'ai été formée pour être une experte. Cette approche très rigoureuse, elle est importante dans mon métier, mais il faut aussi savoir appliquer la règle des 80-20. Et cette règle permet vraiment de concentrer les efforts pour maximiser les résultats.
Parce que si 80% des résultats proviennent de 20% des actions, il faut savoir bien cibler ses priorités et ses actions. Et je pense qu'aussi c'est un principe qui est essentiel quand on prend un poste de direction. Une autre de mes managers m'a aussi appris que la carrière c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Et ça c'est un très très bon conseil. Parce qu'on entend souvent quand même des fiscalistes qui s'épuisent dans le travail et qui peuvent partir, des avocats notamment, qui peuvent partir en burn-out. La carrière est très longue et il faut savoir se ménager en se concentrant sur les bonnes priorités, ce qui rejoint d'ailleurs la règle des 80-20. Et je découvre aussi des mentors en écoutant des podcasts. J'aime beaucoup écouter des podcasts sur des personnes inspirantes qui parlent de leur parcours, ou même dans mon quotidien, en échangeant avec les personnes que je peux rencontrer dans ma vie professionnelle ou personnelle, et en particulier aussi au sein de l'A3F dont je fais partie. Alors l'A3F c'est l'association des femmes fiscalistes, c'est un réseau de femmes fiscalistes qui a été créé en 2005 et qui rassemble des femmes fiscalistes qui exercent en entreprise, en cabinet conseil ou au sein du corps professoral. Et nous avons aussi certaines femmes issues de l'administration fiscale qui sont des membres d'honneur. Nous avons également quelques hommes qui sont membres d'honneur. La 3F organise régulièrement des conférences, alors sur des sujets techniques, mais pas que. Ça peut être aussi sur des thèmes plus larges que la fiscalité, et on organise aussi des sorties culturelles. Hein. Donc ce qui doit vous ravir, j'imagine. Voilà, je fais partie du conseil d'administration et je m'occupe aussi d'organiser des sorties qui changent un peu de la fiscalité, parce que on adore ça. Et dans ces missions, l'association porte aussi une attention particulière à l'évolution et à la valorisation des carrières des femmes fiscalistes. Et certaines femmes fiscalistes très expérimentées font des actions de mentoring. Donc en fait, je pense que l'A3F, c'est une forme de mentorat pour ses membres, parce que c'est une association qui permet beaucoup d'échanges entre ses membres pour partager les expériences, s'entraider dans un tas de domaines. Et ça montre aussi beaucoup d'exemples de femmes fiscalistes qui ont réussi une carrière aboutie, qui ont des très beaux postes d'associés dans des cabinets conseils ou en entreprise, et qui ont réussi aussi à mener en parallèle une vie personnelle et une vie de famille. En effet, merci de le souligner, et surtout cette notion de partage qui est dans cette association dont vous faites partie, et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en répondant à mes questions. Donc merci pour cette notion, ce partage justement. J'ai encore quand même une ou deux questions avant qu'on se quitte. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un fiscaliste qui débute? Alors, je dirais que déjà, premièrement, restez toujours curieux et humble. Pourquoi ? Parce que la matière fiscale évolue tout le temps et reste complexe, très complexe. Donc, premier conseil. Ensuite, bien s'entourer. Trouver des personnes justement qui vont aider à faire grandir avec un regard bienveillant, constructif. C'est très important. Et je dirais aussi maintenant, comme dans beaucoup de domaines, la fiscalité n'y échappe pas. Il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle, l'automatisation et la gestion des données. Parce que dans le domaine fiscal, il y a de plus en plus de reporting qui sont instaurés par des directives, par le droit international, pour des raisons de plus grande transparence. Et en général, les tailles des équipes dans les entreprises n'augmentent pas, donc la charge de travail est de plus en plus conséquente. Et l'automatisation et certainement l'intelligence artificielle vont aider à aller plus vite et à fournir des reportings fiscaux plus fiables. Donc c'est
c'est un domaine vraiment à explorer, d'autant plus quand on est jeune fiscaliste. D'où l'importance de toujours rester curieux tout le temps. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez un dernier mot que vous vouliez rajouter, Amélie? Je pense que on l'a dit tout au long de l'interview, mais rien n'est impossible avec de l'envie et de la volonté. Et surtout, osez rêver. N'oubliez pas vos rêves. Eh ben écoutez, je ne pouvais pas rêver mieux que comme conclusion. Merci encore une fois d'avoir pris le temps en fait d'expliquer votre parcours, comment vous avez fait ces choix et ce partage que je trouve ça toujours extrêmement riche dans ce podcast et c'est pour ça qu'on le fait, c'est d'avoir ces parcours-là et ces partages. Donc merci vraiment pour cet échange. Est-ce que ça s'est bien passé, Amélie? Oui, très bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup, Audrey, pour votre invitation et je suis ravie si j'ai pu expliquer mon parcours et peut-être semer des vocations. J'en suis persuadée. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Amélie pour votre temps, votre enthousiasme et ces beaux messages que vous nous avez fait passer. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.